Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Backstage, le podcast qui vous permet d'explorer les différents processus de la création artistique. Chaque épisode vous plonge dans l'intimité d'une œuvre, d'une profession ou encore d'un lieu dédié au spectacle vivant. Alors rendez-vous en coulisses pour partir à la rencontre d'un métier assez peu connu et pourtant essentiel au bon déroulement d'une représentation musicale. J'ai nommé le chef d'orchestre. Ou devrais-je dire plutôt dans ce cas de figure, la chef d'orchestre, car l'invité de ce jour n'est autre que la maestra, Laurence Ekilbey. Bonjour Laurence Ekilbey et merci d'avoir accepté de me rencontrer pour ce premier épisode de Backstage. Chaque épisode de ce podcast, il a pour but de plonger nos auditeurs au cœur de l'évolution d'une œuvre ou dans ce cas de figure, d'un métier du monde musical souvent méconnu. Vous êtes chef d'orchestre mais aussi directrice musicale d'Insula Orchestra et de votre chœur Accentus. Depuis 2017, votre orchestre, qui joue sur instruments d'époque, est en résidence à la scène musicale sur l'île Seguin à Paris. Vos activités vous ont également conduit à diriger de très grands orchestres comme le BBC National Orchestra of Wales, celui de Lyon, Bucarest, Varsovie, Liège, Leipzig et bien d'autres encore. Alors justement, comment est-ce que vous définirez ce métier de chef d'orchestre ? C'est un métier de musicien d'abord, On est tous à l'origine plutôt instrumentistes quand on est enfant, et puis après on choisit sa voix, et donc c'est un métier qui rassemble les énergies artistiques de tous les musiciens et qui prend quelques décisions quand même, parce qu'à un moment donné il faut bien que quelqu'un tranche certains sujets. Et voilà, donc c'est un métier un peu qui se rapprocherait aussi de la danse, parce que ça engage le corps beaucoup, les bras notamment, et tout le haut du corps, et plutôt que d'être instrumentiste et avec un instrument dédié, c'est quelque chose d'un tout petit peu plus large comme analyse musicale, parce qu'on est obligé d'analyser beaucoup les œuvres, plus qu'un interprète qui est plus centré sur sa propre partie. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle est née, cette profession ? C'est une profession qui a vu le jour à la fin du XVIIIe siècle, parce que d'ordinaire, c'était la personne qui jouait le clavier ou bien le premier violon qui dirigeait l'ensemble. Et quand les œuvres sont devenues plus symphoniques, on a considéré que le premier violon souvent a pris le lead. Et puis finalement, c'est pour ça d'ailleurs que là, il y a une baguette, c'est qu'elle figure un peu les archets. Et finalement, c'est le chef qui intervenait en tant que tel, parce que quand les œuvres sont complexes et surtout avec un nombre de musiciens importants, on est vraiment arrivé au point de se dire qu'il fallait quand même quelqu'un pour manœuvrer. Je vais maintenant entrer dans le vif du sujet, parce que c'est un petit peu la question que tout le monde se pose. Le chef d'orchestre, à quoi il sert concrètement ? Parce que s'il est présent du début jusqu'à la fin de la représentation, il est souvent en fosse ou dans l'ombre. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur son rôle ? Alors bon, tout simplement, le chef d'orchestre, il est là aussi pour que les gens jouent ensemble et surtout conduisent une forme de langage, parce que c'est pas tout le temps métronomique, donc il y a beaucoup de roux-bateaux qu'on appelle dans la musique, et donc le chef d'orchestre est là pour diriger au mieux les évolutions de la musique, et puis il est aussi là pour donner le tempo, la vitesse, pour donner les phrasés. Il peut aussi beaucoup aider à phraser les phrases musicales, et puis aussi, la répétition est très importante, ça peut-être on en reviendra un mot. Effectivement, il est aussi là pour rassembler les émotions et l'énergie musicale de tous les musiciens. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui se pose en truchement vers la salle. Par exemple, vous, comment vous faites pour choisir une œuvre ? Qu'est-ce qui vous motive dans ce choix-là ? Est-ce que ça va être un choix plutôt artistique ou un choix plutôt stratégique ? Peut-être même une combinaison des deux ? Alors moi, j'absorbe à peu près une douzaine de programmes par an, personnellement. Et l'orchestre, Insula Orchestra, en fait 7 parmi ces 12. Et donc, pour Insula Orchestra, on a une feuille de route. On dit, voilà, on veut explorer, par exemple, toute l'œuvre de Beethoven. On veut vraiment faire beaucoup de classiques aussi. On veut faire aussi des compositrices. Vous voyez, on a toute une feuille de route. Et du coup, quand on est en réunion de programmation, souvent c'est 2 ans avant les événements, on réfléchit à tous ces paramètres. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a aussi les grandes œuvres, grand public, aussi des œuvres moins connues qui devraient l'être plus, le baroque, voilà, tout ce qu'on fait de scénique. Vous voyez, il y a vraiment sur Insula, c'est quelque chose, un grand dialogue avec aussi les équipes d'ici. Et puis, pour mes invitations, en général, je prends vraiment des œuvres que j'ai plaisir à diriger. Voilà, c'est aussi bête que ça, parce qu'on a envie aussi de profiter du répertoire pour soi-même et ensuite prendre plaisir à les diriger. Et quand vous commencez du coup à travailler sur une œuvre avec votre orchestre, les premiers pas, ça consiste à vraiment suivre cette feuille de route, ou il y a plusieurs manières d'appréhender justement ces œuvres ? Alors, les œuvres, alors effectivement, il y a des œuvres connues qu'on joue et d'autres moins connues. Et souvent, les moins connues, les musiciens n'ont pas
très peu de musiciens l'ont déjà joué, donc c'est toujours intéressant. Mais moi, je commence toujours un peu par le même type de méthode, c'est-à-dire qu'on fait une grande lecture pour montrer que l'œuvre, en soi, elle a une forme incroyable. Et pour donner la confiance aussi, parce que pour dire, voilà, on la maîtrise déjà, puisqu'on la joue en entier, ce qui est pas juste, mais en tout cas, c'est pour donner l'énergie de la pièce, qu'on comprenne son propos et ses enjeux. Et puis après, plus on répète, plus on va se rapprocher. En fait, c'est comme vous voyez, une loupe, vous la mettez de loin, puis après vous rapprochez, vous faites un focus de plus en plus rapproché, et vous allez après dans un niveau de détail qui va être très intéressant, mais il faut pas le faire dans l'autre sens, en tout cas. Ok. Il y a des grands chefs comme Valérie Gergiev ou encore Pierre Boulez qui conduisent ou ont conduit sans baguette, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, comment est-ce que vous faites Alors, effectivement, il y a avec ou sans. Alors, Boulez conduisait beaucoup la musique contemporaine. C'est comme ça qu'il a acclimaté le fait de ne pas avoir de baguette. Et je pense que pour la musique contemporaine, c'était souvent aussi des ensembles, c'est pas des orchestres. Au début, Boulez a dirigé essentiellement l'ensemble intercontemporain et il a gardé cette habitude de ne pas avoir de baguette, y compris avec les grands orchestres. Mais il avait aussi sa gestuelle à lui. Et je sais que Gergiev dirige plus ou moins avec un petit cure-dent, c'est d'ailleurs pas très beau, mais bon. C'est vraiment essentiellement une question de nombre. Parce qu'en fait, la baguette prolonge le bras. Quand vous avez des musiciens qui sont à 40 mètres, et ben, parfois vos mains, ils les voient pas. Et en plus, là, comme c'est un trait blanc, on visualise. Donc moi, je la prends jamais dans le baroque, ni dans le classique d'ailleurs. J'aime pas du tout parce que je trouve que ça change trop le son. La main peut façonner le son de façon beaucoup plus subtile. Et après, dans le 19e, je la prends parce qu'il y a des grands ensembles et que notamment pour récupérer un tempo, une vitesse, ça va c'est beaucoup plus efficace avec une baguette. Et la communication, elle passe pas nécessairement, j'imagine, que par cette baguette. Vous dirigez sans, c'est qu'il y a un autre moyen, et quel serait-il du coup Alors d'abord, il y a une articulation qui est très importante, c'est celle du bras, parce que justement quand on dit c'est un bras, son chef, c'est toutes les articulations sont celles du bras, de l'avant-bras et du poignet. Bon, ça a une incidence. Votre torse, avant, arrière, de côté, etc. Mais aussi beaucoup le visage. Et au visage, vous pouvez communiquer pas mal d'émotions, même si moi je suis complètement pour une musique qui serait tout le temps sentimentale, mais vous pouvez en tout cas communiquer une ardeur, une peur, une angoisse. Donc ça, le visage est important aussi dans la direction. Et je me demandais si dans votre métier, il y avait des journées types comme dans beaucoup de métiers aujourd'hui. Pas forcément. Oui, il y a toujours il y a des phases, il y a des périodes types en fait. D'accord. D'ailleurs, il y a 2 ans avant ou 1 an avant une œuvre, on l'étudie tout seul chez soi, bien gentiment. Et puis après, quand on rentre en production, là, c'est des journées types, c'est dur. En général, on répète 2 fois 3 heures dans la journée, debout, et c'est assez actif. En plus, c'est vous qui êtes à la manœuvre, parce que c'est vous qui conduisez la répétition. Même s'il y a une énorme discussion avec les musiciens, on parle de coup d'archet, on essaye des choses, on discute. Moi, j'arrive pas avec ma version, en fait, comme je dis, c'est pas tout ça. On cherche justement une espèce d'interprétation qui va toucher tous les musiciens. La journée type, c'est 14-17, 18-21. Généralement, on fait ça pour que les gens aient le temps de travailler un peu le matin s'ils veulent. Et voilà. Et puis sinon, les autres journées, c'est des journées plus traditionnelles, d'études chez soi, de rendez-vous, pour aller chercher des sponsors, des mécènes. Voyager, on voyage beaucoup quand même aussi dans ces métiers. Avec, pour certaines représentations, près de 80 musiciens sur scène, c'est pas de bêtises. Vous devez les mettre au diapason. Comment est-ce que vous décrirez justement cette relation avec l'orchestre? Est-ce que c'est plus une collaboration, une direction, une autre dynamique? Est-ce que ça vous évoque? Oui, il y a énormément de collaboration, notamment avec ce qu'on appelle les chefs d'attaque, parce que chaque pupitre a un chef d'attaque. Donc on peut avoir à discuter, c'est un peu des représentants par famille d'instruments ou par pupitre. Et donc souvent on discute notamment les cordes, parce qu'il y a beaucoup de cordes dans un orchestre, donc les coups d'archet, ça on en parle beaucoup parfois, ça peut durer quelques minutes. Et puis sinon aussi, on peut discuter d'interprétation, ça c'est indispensable. Je pense, qu'est-ce que tu penses de faire ça comme ça, si tu aimes, moi par exemple, je propose quelque chose, je lui dis si ça te plaît, tu peux peut-être faire comme ça. Voilà, notamment avec les solos des vents, parce qu'ils ont souvent des solos, les vents. Voilà, donc c'est une conversation, mais après, un final cut qui appartient au chef, parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, on décide et qu'on tranche. Je ne peux pas faire plusieurs versions sur un moment, donc en général. Mais disons que la période des chefs très autoritaires, comme ça a pu être le cas au début du siècle, ça n'existe plus. Et cette hiérarchie, je mets des guillemets dans l'orchestre, est-ce qu'on pourrait tenter de la comparer avec celle d'un chef d'entreprise ou d'un manager, par exemple, selon vous? Un peu. Moi, je dois dire que j'ai fait pas mal d'interventions sur ce thème, mais on a réduit la comparaison parce que là, on est vraiment essentiellement sur le sensible et avec des gens qui sont de toute façon assis devant vous, qui de toute façon ont un rôle bien défini, donc c'est pas du tout, il n'y a pas d'enjeu.
politique ou je sais pas. Il y a juste savoir emmener des hommes et des femmes dans une idée que vous avez et que eux ont aussi parce qu'ils ont fait en général 15 ans d'études. Donc vous devez, c'est ça, un échange en permanence et puis ensuite avoir suffisamment de charisme pour les faire adhérer à votre personnalité et à ce que vous proposez. Voilà. Donc effectivement, il y a des points communs, notamment sur le charisme et puis le fait que les gens vous suivent dans votre idée. En 2022, on comptait seulement 4% de femmes chefs d'orchestre en France. C'est par conséquent un métier encore largement dominé par les hommes. Comment est-ce que vous expliqueriez la moindre proportion de femmes dans ce métier-là? Et comment est-ce que vous avez fait justement pour en arriver là aujourd'hui? Alors, c'est pas 4% de femmes, c'est 4% de femmes programmées. Parce qu'il y en a beaucoup plus, en fait. Mais le problème, c'est qu'elles sont pas programmées. Aujourd'hui, on devrait être pourcentage par rapport aux femmes qui existent, ça devrait être 15%. D'accord. Bon, il y a des freins parce qu'on monte sur un podium, qu'on prend un peu le pouvoir et que dès que le pouvoir est en jeu, les hommes n'aiment pas trop partager, ni parfois certaines femmes d'ailleurs dans les orchestres qui au début n'aimaient pas du tout être dirigées par des femmes qui considéraient que c'était un déplacement pour elles-mêmes. Donc voilà, ça va mieux, mais c'est pas du tout gagné. Moi, je vois les pourcentages aujourd'hui du ministère de la Culture sont pas très bons. On doit tourner autour de 10% pour les femmes chefs d'orchestre et peut-être autour de 15% pour les metteuses en scène à l'opéra. Enfin, c'est pas des très bons chiffres. Aujourd'hui, on devrait être à 25%, par exemple, vous voyez. Donc, il y a des maisons qui font l'effort de chercher parce qu'effectivement, il y en a moins sur le marché, mais il y en a beaucoup quand même. Et donc, je pense que c'est vraiment une question de mentalité et aussi de trouver des femmes qui sont quand même repérées par le grand public ou par le public. Ça, c'est pas évident parce que du coup, dès qu'il y en a une assez bonne qui est un peu repérée, alors on a surprogramme et paradoxalement, elle va se brûler les ailes parce qu'elle va être trop exposée. Donc, c'est un problème complexe, mais il y a les explications, c'est essentiellement les stéréotypes et le fait que la fin du 19e siècle a effacé beaucoup d'artistes femmes. Et paradoxalement, l'arrivée de la bourgeoisie a beaucoup déclassé des femmes artistes. Donc, par exemple, Louise Farin, qui était une compositrice, elle n'est plus que professeure de piano maintenant dans le dictionnaire, alors qu'elle était professeure et compositrice. Et ça, il y a tous ces allées et venues. Alors maintenant, ça va un peu mieux, mais jusqu'à temps que ça régresse. Enfin, il faut être très solide politiquement pour vraiment incarner un changement là-dedans et qui est très nécessaire. Petite pause rapide. Si vous aimez ce que vous entendez, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Si vous le souhaitez, laissez-nous une note sur votre plateforme d'écoute. Rejoignez-nous également sur les réseaux et découvrez d'autres pépites sur www.charlie.pink. Merci à vous. Vous parliez de Louise Farin, que j'allais justement venir dessus, parce que vous mettez également à l'honneur dans vos programmations donc les œuvres de compositrices, donc comme Louise Farin, comme on vient de le dire, ou Clara Schumann. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, j'imagine. Est-ce que vous trouvez que c'est pas assez fait à l'heure actuelle en France, dans les autres orchestres? En France et à l'étranger, je pense que quand on avait fait avec la SACD, on avait compté les femmes programmées, les compositrices patrimoniales, donc qui n'existent plus, c'était 1%, donc c'est quand même rien. Alors je dis pas qu'on peut pas du tout faire la parité avec les compositrices de l'ancien temps, mais on peut quand même arriver à 20%, je pense, sans problème, parce qu'il y a des œuvres de femmes, il y en a beaucoup même. Et donc ça, nous on est assez heureux avec Insel Orchestra d'avoir remis au goût du jour l'œuvre de Farin, qui maintenant, Yannick Nézet-Séguin le fait beaucoup, il y a des chefs qui prennent ses ouvertures, etc. Avec Accentus, on fait aussi des compositrices, alors là ça va jusqu'à aujourd'hui, compositrices contemporaines qui sont elles à 4% programmées, donc c'est pas non plus waouh, alors que les classes sont quand même assez paritaires en composition maintenant. Donc nous on a toujours lutté contre l'effacement et contre l'inéquité des trajectoires. Si je vous demandais maintenant le plus grand défi de votre carrière, jusqu'à présent, quel serait-il? Et comment est-ce que vous avez réussi à le surmonter? Je pense que le défi au début de ma carrière, quand j'ai créé Accentus, c'était un chœur de chambre, c'était de faire comprendre aux partenaires publics que oui, le chœur, ça peut être professionnel. Voilà. Donc ça, c'était un changement de mentalité. Ça peut cohabiter avec un mouvement amateur fort. Ça, c'était très, très long à mettre en place dans les mentalités. Je crois que maintenant, plus personne ne reviendrait, on mettrait ça en question. Et puis après, ce qui était difficile dans ma carrière, c'est que maintenant, je pense que pour les chefs femmes, c'est plus cool. Mais que moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment quelque chose de tellement anomalique de diriger un orchestre. Et moi-même, j'arrivais en me disant, je suis peut-être pas légitime. Vous voyez, on arrive soi-même dans une position de se dire, oh là là, je suis pas sûre que c'est bien ce que je fais, je suis pas à ma place. On fait un procès en légitimité très vite à soi-même. Et je pense que les jeunes femmes aujourd'hui sont beaucoup plus portées par un mouvement et par une confiance en elles. Donc ça, c'est vrai que devenir chef d'orchestre dans les années 2000, on va dire, c'était vraiment plus dur. Vous les encouragez, j'imagine, aujourd'hui à
à se lancer dans une carrière. Oui, je les encourage, mais sans rêver. Hein. C'est pas vrai qu'il y a que le talent qui compte. Parce que moi, je rencontre parfois, même c'est valable aussi pour les instrumentistes. Les jeunes, parfois, je joue avec et en fait, elles disent toujours oui, non, mais enfin, du moment qu'il y a le talent, ça passe. Et je leur dis non, croyez pas ça. C'est comme ça que ça se passe. Faut en vouloir. Vous êtes également très investi dans la transmission et la pédagogie, des valeurs qui vous sont chères. Vous êtes directrice artistique et pédagogique du département supérieur pour jeunes chanteurs au Conservatoire à rayonnement régional de Paris. Est-ce qu'il serait possible de nous transmettre ou de vous enseigner, comme vous voulez, une technique spécifique que vous utilisez pour obtenir un certain son ou un effet de l'orchestre? Par exemple, comment vous arrivez à obtenir une montée en puissance d'un segment musical ou comment jouer avec les dynamiques, les nuances? Voilà, un geste précis que les auditeurs pourraient comprendre, si c'est possible, évidemment. Oui, le côté obtenir des matières différentes, ça, c'est vraiment beaucoup les mains. C'est pour ça, d'ailleurs, même les chefs avec baguette, parfois, ils la mettent à gauche pour l'annihiler. Parce que c'est toujours à droite, sinon? Ouais, en général, il y a aussi des chefs cochers qui dirigent à gauche. D'accord. Mais modeler la matière quand elle est subtile et quand elle est plutôt dans des mouvements lents, ça on voit très bien, c'est comme si vous aviez une matière en suspension et que vous la travailliez. Donc ça, c'est très expressif et ça fait tout de suite bouger la sonorité, c'est incroyable. Après, tout bêtement, si vous voulez accélérer, vous battez plus vite, c'est pas très compliqué, peut-être un peu. Et si vous voulez aller plus fort, il faut faire des gestes un peu plus grands, etc. Et puis, à contrario, quand vous voulez ralentir, vous ralentissez votre battu, en espérant que les gens vous regardent. Et puis après, vous les faites de plus en plus petits et voilà, ou de moins agités. Voilà, ça, c'est des choses vraiment bêtes. Et puis, en général, on conduit plutôt à droite. On mesure le temps, mais même si le bras droit peut être expressif, le gauche est plutôt souvent là pour accompagner l'expression. Voilà, mais ça, c'est vraiment des choses de base un peu que je peux dire aux auditeurs, même s'ils ne voient pas. Concernant vos influences et vos inspirations, est-ce qu'il y a un chef qui vous a marqué ou une performance pour suivre cette carrière? Oui, il y en a plusieurs. Moi, j'ai été beaucoup frappée à Vienne par Nicolas Fernancourt, qui était un des premiers baroqueux pionniers, qui dirigeait notamment son baguette, avec une science de la balance. La balance, c'est les équilibres entre les instruments, qui était vraiment formidable, moi, que j'adore faire. C'est vraiment un travail de plasticien, quasiment. À cette époque-là, j'ai beaucoup vu Claudio Abbado aussi, qui était peut-être le chef qui a le plus belle gestique au monde, qu'il y avait. Et puis, ça, c'est pour l'orchestre. Après, pour le chœur, j'ai évidemment été frappée par Eric Eriksson, qui était en Suède et qui était aussi un des grands pontes de la direction de chœur, qui avait une gestuelle absolument extraordinaire et justement qui lui permettait un phrasé tellement naturel. Et voilà. Donc ça, c'est les 3 personnalités qui m'ont énormément marquée quand j'étais étudiante. Votre orchestre, Insula Orchestra, a un répertoire qui s'étend plutôt de la période classique jusqu'au romantisme, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez par exemple Mozart, Beethoven ou Schubert qui sont au centre de votre répertoire, tandis que votre chœur Accentus, lui, est plus orienté sur les créations contemporaines. Du coup, je me demandais pourquoi cette volonté de lier ces 2 projets et quelle place a la musique contemporaine dans votre vie. Alors, Insula Orchestra, ça a été un orchestre que j'ai créé avec le département des Hauts-de-Seine au moment de cette nouvelle salle, la salle musicale. Et moi, ça faisait longtemps que je voulais un orchestre sur instruments d'époque, parce que justement, c'était à Vienne que j'avais eu ce toc pour les instruments d'époque, étant convaincu que c'est beaucoup mieux quand on fait du baroque, du classique et du romantisme, et que les instruments sont plus adaptés, les balances sont meilleures, c'est tout à fait les couleurs, enfin voilà. Donc, dès que j'ai proposé ce projet, parce que j'en dirigeais trop peu, et donc c'est pour ça qu'on est sur baroque, classique et du romantisme, et qu'on n'ira pas tellement plus loin, parce qu'après après on prend des instruments modernes, etc. Mais comme je pense qu'il y a quand même une déficience dans les adaptations historiquement informées, je pense qu'on va rester pendant un bout de temps sur ces périodes-là. Et puis Accentus, c'est un peu différent parce qu'on a tout de suite fait beaucoup de créations contemporaines. Ça, c'était aussi une volonté de ma part. Et ce qu'on fera pas avec une seule orchestra, c'est pas les mêmes instruments. Et donc Accentus va aussi du baroque à la création contemporaine, mais on change aussi beaucoup les voix. C'est plus facile de changer les voix que les instruments. Donc on peut brasser un étendu de répertoire plus large. Et surtout, moi j'ai fait énormément de créations quand je m'occupais à plein temps d'Accentus. Ici, on peut voir le chef d'orchestre essentiellement dans le répertoire classique au sens large. Quand je dis sens large, donc c'est par exemple Schoenberg, qui est compositeur du XXe, qui appartient à l'époque moderne, dans le cadre de la musique classique. Est-ce que le chef, il peut être présent dans d'autres genres musicaux que le classique? Oui, il y a des chefs dans le jazz notamment, voilà, donc des chefs de bande de jazz. Il y a des chefs dans la variété, souvent symphonique. Vous savez, il y a des grands chanteurs qui font toujours leurs concerts avec les cordes, que ce soit Véronique Sanson, que ce soit Léo Ferré. Enfin, il y a toujours une espèce de fantasme comme ça. Moi, je trouve pas que ça soit génial à chaque fois. Non. En tout cas, c'est le même métier. Hein, donc, il y en a, dès qu'il y a des musiciens ensemble, il y a souvent un chef maintenant. Ouais, je pense à la scène musicale, il y a aussi des concerts aussi qui sont faits. Oui, tout à fait. Au-delà du classique, qu'est-ce que vous écoutez comme musique?
J'aime bien la chanson, la variété en général. J'aime bien l'électro. D'accord. Et je suis pas très jazz. Le jazz que j'aime, il est très, très classique, ça je sais. Mais je trouve ça souvent trop bavard par rapport à la matière harmonique. Par exemple, le free jazz, je deviens folle avec ce truc. Chaque fois que je tombe dans cet accès, il y a du free jazz, je dis oui, changez la radio, s'il vous plaît, ça me stresse. Et l'électro, c'est quand même très différent du classique. Ah oui, mais l'électro, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont beaucoup sur le son et beaucoup sur la subtilité du son. Et ça, et toutes ces machines. Sinon, j'ai fait un projet crossover avec des électros et j'avais adoré ça. Ouais. Donc ça peut avoir une incidence sur comment aborder une œuvre classique parfois pour vous aussi. Ouais. D'accord. Au cours de votre carrière, j'imagine, il y a eu des souvenirs marquants. Est-ce que vous pourriez nous en décrire un? Par exemple, le jour d'une performance, peut-être un moment d'adrénaline juste avant de monter sur scène ou un sentiment très positif après. Oui, j'en dirais deux. C'est-à-dire qu'avec Accentus, on a un jour fait toutes les œuvres de Richard Strauss a cappella, donc son orchestre, avec un autre chœur qui venait de Riga. Et c'est-à-dire posséder ces œuvres-là de Richard Strauss, c'est vraiment une sorte d'annapurna. Donc on était tellement fiers de ça. Et puis avec Insula, c'était peut-être la neuvième de Beethoven qu'on a fait pendant le confinement 2. Et donc on était tous éclatés dans la salle et on a fait cette neuvième de Beethoven. Pour moi, c'était une première fois d'ailleurs, cette neuvième. Et donc j'en garde un souvenir assez ému parce que c'est une œuvre difficile à faire. C'est un peu une prouesse de l'avoir fait avec tout le monde à 2 mètres les uns des autres. Et surtout dans ce climat un peu inquiet. Et voilà, donc j'en garde un souvenir assez fort. Et vous avez imaginé, avec le metteur en scène et réalisateur Antonin Baudry, un projet futuriste, le Beethoven Wars, un spectacle bâti autour de 2 œuvres de Beethoven, transporté dans l'univers manga, le tout dans une mise en scène alliant le film animé en 2 et 3D à 360 degrés. Le futur, justement, qui intéresse dans vos créations, comment est-ce que vous l'appréhendez pour votre profession? Et par exemple, être chef en l'an 2080, à quoi ça ressemblerait selon vous? L'innovation artistique, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, d'abord parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de choses un peu folles pour me sentir vraiment vivante et d'avoir des défis artistiques. Et puis aussi, on fait beaucoup de choses pour la jeunesse, les jeunes gens, et je pense que des œuvres qui ont vraiment un visuel très fort, ou bien de la VR ou de la XR, et donc c'est des portes d'entrée sur la musique classique pour les jeunes. Et ça, nous, on est très attentifs à ça. Donc c'est les deux, on est stimulé par l'innovation et aussi par les portes que ça peut ouvrir. Et je pense quand même que le chef devra toujours en avoir, parce que le problème, c'est qu'on réagit tout le temps aussi à ce qui se passe en direct live. Vous arrivez avec votre conception, mais si par exemple le type décale un peu ou bien qu'il laisse phraser, ça va vous amener là. Donc je pense pas qu'aucune, à mon avis, intelligence artificielle, à moins d'avoir un training pendant des années, pourra apprendre à réagir sur le moment. Vous voyez, donc ça, peut-être. On ne sait pas, c'est pas demain en tout cas. Il y a le temps. J'aimerais conclure cet entretien avec un chef d'orchestre qui est aussi conférencier et qui justement a beaucoup parlé de son métier. Il s'appelle Itay Talgam et il estime, je cite, « C'est avec un petit geste que le chef d'orchestre fait naître de l'ordre à partir du chaos ». Si je vous demandais maintenant à vous votre propre citation pour définir votre métier, quelle serait-elle, si vous en avez une? Alors moi, je pourrais peut-être citer une phrase de Sénèque qui disait plutôt que de guider, mieux vaut être suivi. C'est très bon, pas mal. Ouais, c'est très bien, ça c'est ça va avec les chefs d'orchestre. Hein. Laurence Equilbé, merci infiniment d'avoir pris du temps de partager avec nous les moments forts de votre carrière et de nous avoir surtout permis de mieux connaître votre métier et de pouvoir y poser un nouveau regard. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Hello mes Pinkers, ici Charlie. Vous venez d'écouter une production signée Charlie Pink. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, retrouvez toutes nos créations sur votre plateforme d'écoute préférée et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Pour encore plus de Charlie Pink, visitez également notre site www.charlie.pink et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Restez sauvages Pinkers. À très vite.